contradiction, c'est vrai, qui pourrait apparaître entre, d'une part, l'origine du réchauffement climatique et l'attitude des classes dominantes. Parce que le réchauffement climatique, d'ailleurs, quand on dit que c'est l'activité humaine qui est la cause, c'est à la fois vrai et pas vrai. Il faut se méfier du langage, y compris du GIEC. Parce que quand on peut interpréter cette formule par une culpabilisation de l'individu. Or, les grands choix économiques ne sont pas pris par les individus, c'est bien le capitalisme, et pas seulement le capitalisme, parce que du temps de l'époque soviétique, il y avait le stakhanovisme, et on voit en Chine, qui se prétend communiste, les dégâts qui sont commis sur l'environnement. Donc ce sont les systèmes économiques et politiques qui ont provoqué le réchauffement climatique. Et ensuite, l'attitude des classes dominantes par rapport à cela, alors qu'elles sont la cause, ces classes dominantes, de la situation, elles interviennent pour alimenter l'environnement, la communication, ils communiquent sur la nécessité de réduire le réchauffement climatique. Donc, en effet, où est la contradiction dans cette affaire-là? Ben, moi, je crois qu'il y a tentative de culpabilisation et de récupération. Culpabilisation parce que, comme par exemple sur la dette publique, le fait d'individualiser les problèmes permet de culpabiliser les individus et d'alimenter un certain nombre de mouvements sociaux remplis de bonnes intentions, ça ne fait strictement aucun doute, mais qui ramènent, qui dépolitisent les sujets. Hein, l'objectif est de dépolitiser la question pour la renvoyer à l'individu. Et donc, l'individu devant modifier son comportement. Ça ne veut pas dire que les individus ne doivent pas modifier leur comportement. C'est évident qu'il y a toute une série de gestes à accomplir ou à ne plus accomplir, etc. C'est évident. Mais ça n'est pas seulement comme cela qu'on peut résoudre les problèmes. Et c'est même pas l'essentiel des problèmes. L'essentiel des problèmes, c'est d'avoir une compréhension de l'origine des phénomènes et de la résolution des problèmes. La résolution du problème du réchauffement climatique ne se trouve pas dans une addition de gestes individuels. Et certains mouvements sociaux enferment le débat dans ce petit périmètre. Ce qui, évidemment, correspond parfaitement à l'objectif des classes dominantes. On culpabilise les gens, on déresponsabilise les classes dominantes qui ont fait les choix économiques principaux. Ça n'est plus de la responsabilité, puisque c'est l'activité humaine qui est responsable du réchauffement. Ce n'est pas l'activité humaine, c'est les choix de développement du capitalisme et d'un certain nombre de sociétés. Il faudrait évacuer cette formule d'activité humaine qui est volontairement ambiguë pour contribuer à individualiser les sujets et à les dépolitiser. Et puis, il y a récupération en même temps. Parce que on voit, moi je pense que c'est ça l'explication. En tout cas, moi j'explique ça comme ça. La récupération parce que, précisément, il y a toute une population, pas seulement dans les pays occidentaux, mais dans les pays insulaires, des populations qui sont menacées par le réchauffement climatique. Ben, les pays insulaires, par exemple, c'est tout à fait typique. Ils mesurent déjà la hausse des océans. Ça provoque des phénomènes déjà importants sur le plan de l'aménagement du territoire, sur le plan de l'agriculture, sur le plan urbain. Les villes sont menacées. Et le risque des réfugiés climatiques, où déjà les choses commencent le phénomène commence à se manifester. Et donc, il y a une préoccupation mondiale qui est en train de naître, issue de milieux et de secteurs très différents,
qu'il faut éteindre. Et le fait de prendre l'initiative verbale de la lutte contre le réchauffement climatique permet de se mettre dans le courant de ceux qui s'inquiètent du réchauffement climatique et de montrer qu'il y a de la bonne volonté et d'organiser la diversion. La diversion, d'une part en renvoyant à l'individu, au comportement individuel, et en incitant par de la propagande à faire que les gens modifient leur comportement. Encore une fois, même si c'est nécessaire, mais on ne peut pas se laisser enfermer dans ce cadre. Et deuxièmement, en montrant que c'est un phénomène international, bien sûr, et qu'il faut le résoudre à l'échelle internationale. Et ça entre en résonance avec des mouvements du type altermondialisme, etc., qui ne voient les choses, et c'est l'apparence du bon sens. C'est l'apparence du bon sens. Il y a un réchauffement climatique généralisé, même s'il y a, ce qu'expliquait Viviane tout à l'heure, des différences selon les régions, mais c'est un phénomène global. Il faut donc des solutions globales. C'est là où est la deuxième diversion. Parce qu'en renvoyant vers des solutions globales, c'est le meilleur moyen pour ne rien faire. Parce que ça n'est pas possible. C'est ça que les gens doivent, on doit expliquer aux gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui sont très naïfs en même temps. Parce que sur le plan international, le seul moyen pour prendre des décisions, ce serait des décisions contraignantes. D'ailleurs, c'est ce qui vient aujourd'hui dans la discussion, des décisions contraignantes sur la Chine, sur vis-à-vis de tel pays, etc., des décisions contraignantes. Et donc on pourrait se dire, ben oui, c'est logique qu'il y ait des décisions contraignantes. Mais quels sont les pays qui vont subir ces décisions contraignantes? Ce sont les pays les plus faibles. Alors on nous dit que la Chine n'est pas un pays faible, c'est le plus grand pays du monde en termes de population. Oui, sauf que les classes dominantes occidentales font semblant de vouloir frapper la Chine, pour ce que Viviane expliquait, parce que la délocalisation de l'industrie en Chine n'a été possible, a été décidée par les classes dominantes occidentales, parce qu'il y avait un avantage compétitif à le faire, et notamment l'absence de mesures vis-à-vis de l'environnement. Donc, elles font semblant de vouloir prendre des mesures contraignantes. Parce que si elles le faisaient, le renchérissement du coût du travail, du coût global d'ailleurs, pas seulement du coût du travail, serait évident et remettrait en cause la délocalisation générale et donc tout le système de la mondialisation néolibérale. Ce serait un effet domino. Donc c'est ça que nous devons vous expliquer. Il ne peut y avoir à des questions mondiales, c'est valable pour le réchauffement climatique, c'est valable pour la pauvreté, c'est valable pour la dette publique, c'est valable pour ce qu'on a dit concernant les transactions financières, la spéculation, la taxe Tobin, tout ça, c'est du bidon. Tout ça, c'est du bidon. Parce que ça ne peut pas se faire à l'échelle internationale. Ça ne peut se faire qu'à l'échelle nationale, que par une addition de mesures nationales. Et donc, le réchauffement climatique, ça doit se traduire par une addition de mesures nationales. C'est pour ça que ces mouvements font, même s'ils traduisent une préoccupation tout à fait légitime, font de la diversion et alimentent involontairement la stratégie des classes dominantes. Ce qu'il faut, c'est, ça n'empêche pas, ça mange pas de pain de dire ce serait bien que cet accord débouche patati patata, les bons sentiments. Bon, il ne faut pas se couper de cette population qui voit les choses de cette manière très naïve. Parce qu'il y a au départ un bon sentiment. Il faut pour nous, notre problème de parti politique, c'est de le politiser. C'est de dépasser l'affectif, de dépasser la vision un peu primaire pour donner un contenu politique, stratégique. Donc, de mettre en cause le capitalisme, qui est responsable globalement de la situation, et à partir de là, montrer
que la solution de fond, c'est une mutation écologique du mode de production. Une mutation écologique du mode de production qui nécessite des réformes extrêmement profondes dans le fonctionnement de l'économie, qui remettent en cause le capitalisme. Ça, si, il faut l'expliquer aux gens, parce que sinon, les solutions, ça va être quoi? Quelles solutions sont avancées? Zéro, il n'y a rien. Il y a des bons sentiments, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de proposition sérieuse. Donc, je pense que nous, notre problème, il est là, de politiser, de s'appuyer sur cette mobilisation, sur les bons sentiments, l'inquiétude qui se manifeste, mais d'aller bien au-delà, parce que, évidemment, ces mouvements vont être balayés, comme les autres. Tous les autres ont été balayés, parce qu'ils ne politisaient pas les sujets, et ils ne nationalisaient pas les sujets. Voilà. Et politiser, c'est nationaliser. C'est-à-dire montrer qu'il faut, on peut continuer à dire, il faut un accord international sur des bases volontaires, etc. Il faut le dire comme ça, mais en même temps, il faut dire notre gouvernement, pour ce qu'il concerne, doit prendre telle et telle mesure. Voilà, ça, c'est comme ça que les choses avanceront. Si ça ne se fait pas comme ça, c'est l'échec assuré. D'ailleurs, ça va se planter, c'est évident, ça ne peut que ce que vous avez dit là. Il y a un mouvement, au moins des jeunes, qui voient que leur avenir n'est pas très assuré, qui pensent qu'ils vont faire quelque chose. Je ne suis pas très sûre que ça se passe la figure comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas tellement, on n'en entend pas tellement parler, hein. Il n'y a pas tellement de publicité là-dessus. Hein. Il y a eu 40 000 personnes à Paris, personne n'en a entendu parler. Ma soeur, elle est parisienne, on en a entendu parler. Ici, ça s'est passé à Montsartou parce que ça ne s'est pas passé ailleurs, mais il y a eu 1500 personnes quand même qui se sont déplacées à Montsartou. Sur l'aspect, effectivement, mesures concrètes ou pas, ça c'est très important, parce qu'effectivement, il y a de l'anticapitalisme dans le mouvement alternatif là-dessus. Quand on dit c'est pas politique, c'est pas tout à fait ce qu'on veut dire. Mais c'est dans les... Effectivement, il faut proposer des solutions. Et vous dites, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le gros problème de la conférence, par exemple, c'est qu'elle ne demande pas, elle ne propose pas, elle ne demande pas des solutions, elle demande un engagement à réduire les émissions. Donc les pays vont tous donner leur promesse d'engagement, qui ne les engage à rien, évidemment, c'est pas du tout parti pour que ce soit contraignant. Et si c'était contraignant, ça voudrait dire qu'il y aurait un organisme qui contrôle et qui réglemente et qui pénalise. Enfin, on n'est pas du tout dans ce schéma-là aujourd'hui. Donc ce seront des engagements volontaires à réduire de 20-40%. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre concrètement. Donc nous, ce qu'on dit concrètement, c'est qu'il faut arrêter, stopper complètement le secteur des énergies fossiles. Ça, c'est incontournable. C'est incontournable. Il faudra arrêter tout de suite les gaz, toutes les nouvelles technologies pour forer. Il faut relocaliser l'industrie. Et pour relocaliser l'industrie aujourd'hui, nous, on le dit sur le volet social et économique, il faut sortir de l'Union européenne puisqu'on ne peut pas réindustrialiser la France tant qu'on est en concurrence avec la Chine. Donc il faut qu'on puisse mettre des protections aux frontières. Pour mettre des protections aux frontières, il faut qu'on sorte de l'Union européenne. Il faut relocaliser l'énergie. Donc voilà des mesures concrètes. Et effectivement, à partir du moment où on commence à en discuter avec des gens d'Alternativa, on bloque là-dessus. Parce qu'on ne trouvera personne qui sera pour la sortie de l'Union européenne. On ne trouvera personne. Non. D'abord, juste aussi une mini-remarque. Autre choix de vocabulaire, origine anthropique du réchauffement. Origine anthropique. Donc là c'est pareil. Ce ne sont plus les choix de production, ce n'est plus un système économique et politique, c'est l'homme carrément. L'origine anthropique, ça vient de l'anthropologie, à savoir la nature de l'homme. Donc la nature anthropique du réchauffement de la planète, c'est dû à la nature de l'homme. Ah bah, bon courage pour les rapports de force pour changer les choses, s'il s'agit désormais de changer la nature de l'homme ou de combattre l'homme. Hein, puisque l'origine est anthropique, mais il va falloir combattre la cause du problème, donc il va falloir combattre l'homme. Donc
j'en viens au fond de ma remarque. Qu'est-ce que veut dire politiser un problème? Politiser un problème, ça ne veut pas dire mettre un parti politique sur l'affaire. Politiser un problème, ça veut dire identifier la nature structurelle, sociale, institutionnelle d'un problème et établir le rapport de force là où est l'origine du problème, où est gagnable le rapport de force. Ça veut dire ça en fait, concrètement. Qu'est-ce que veut dire concrètement politiser un problème? Ça veut dire établir le rapport de force à la fois là où est la nature causale du problème et là où le rapport de force est gagnable. C'est-à-dire strictement l'inverse, de dire « Ah, mais c'est à l'échelle mondiale, là où il n'est gagnable aucun rapport de force. » Ou plutôt, là où les rapports de force sont gagnables, c'est sur le dos des pays les plus faibles. Parce que, expliquez-moi, quels sont les pays les plus forts? États-Unis, Japon, Allemagne. Donc, quel va être le rapport de force sur les États-Unis, sur l'Allemagne, sur le Japon, gagnable, hein, où ces gens-là vont réduire les gaz à effet de serre? Expliquez-moi, dans quelle sorte de rapport de force international nous allons pouvoir contraindre le Japon, contraindre les États-Unis, qui en ont rien à foutre, contraindre l'Allemagne de changer leur mode de production afin de faire baisser les gaz à effet de serre. Mais enfin, ça devrait être une évidence énorme que à cette échelle-là, précisément, les rapports de force ne sont pas gagnables. Donc politiser un problème, c'est situer les rapports de force là où ils sont gagnables. Donc politiser des mouvements qui sont volontaires pour s'attaquer à un problème, c'est diriger leur regard collectif là où est la nature réelle des causes du problème et établir un rapport de force là où le rapport de force est gagnable. C'est ça, politiser un problème. Gilles a dit une grande partie, donc ça va être court. Je vais paraphraser Marcel Duchamp. Marcel Duchamp disait « L'ennemi de l'art, c'est le bon goût ». Et ben, l'ennemi de la politique, c'est le bon sentiment. C'est-à-dire que, à quoi on assiste avec la COP21? On assiste à une espèce de téléthon où les gens, où les pays prennent des engagements qui tiendront pas, enfin peu importe, on s'en fout, mais il y a un effet d'annonce, d'affiche, voilà. Et partant de là, on est loin du problème d'origine. On est complètement loin du problème d'origine. Parce que le problème d'origine, on pourrait le traduire par ce que disait Viviane, par la politique énergétique. Mais c'est quoi une politique énergétique? C'est un rapport de force, comme disait Gilles. C'est un rapport de classe, surtout. Parce que les engagements de la COP21, les organisations, ainsi de suite, qu'est-ce qu'elles oublient de dire? Ben, elles oublient de dire qu'en fait, tout ça dépend d'un rapport de force. Mais si on regarde derrière, qu'est-ce que c'est un rapport de force? C'est un rapport de classe. Et aujourd'hui, les politiques énergétiques, elles sont menées par des classes dirigeantes. Et à chaque fois qu'on se situe dans une alliance, ou qu'on veut une alliance, eh ben, on voudrait quoi? On voudrait une alliance, on voudrait un rapport de force, on voudrait une alliance de classe contre les décisions d'une classe dirigeante. Pourquoi on ne le dit pas? On peut le dire. Ça pose les questions de politique industrielle, on en a parlé, mais qu'est-ce que c'est que la politique industrielle? Là aussi, c'est un rapport de classe. C'est où on décide d'avoir d'autres rapports industriels, d'autres politiques industrielles, ou pas. Et comment on peut le décider? Ben, c'est parce qu'on a instauré un rapport de classe et parce qu'on a destitué la classe dominante aujourd'hui qui décide et qu'on a remplacé ces décisions par des décisions d'une autre classe souveraine, la classe populaire. Bon. Donc, mais c'est très intéressant parce que
quand on parle de politique industrielle, il faut, si on continue à tirer sur les chevaux de laine, pas les chevaux, il faut parler de protectionnisme. Il faut parler de sortie de l'Union européenne. Il faut parler de nouveaux traités internationaux. Et donc il faut se poser la question de savoir, là aussi, quel traité, comment on peut discuter avec les autres, et quels traités, quels accords on peut passer avec. Sur quel thème on fera ça? Comment? On voit que là, on est parti peut-être loin, mais si on veut parler du réchauffement climatique, eh bien, ça nous amène à descendre au plus fin et de dire que c'est les décisions qu'on prendra au plus fin qui vont changer les rapports de réchauffement climatique ou des choses comme ça. Voilà. C'est peut-être un peu confus, mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est que on occulte dans tous ces mouvements, on occulte en fait les vrais rapports qui sont les rapports de classe. On peut appeler des rapports de force, mais qui sont les rapports de classe. Il y a, presque tout a été dit, mais moi je vais juste m'articuler sur les interventions de Gilles et Joël. De Joël. Et donc réinsister sur un point assez simple. Peut-être, je vais le dire d'une manière un peu caricaturale, moi, le débat scientifique ne m'intéresse pas du tout. Que les experts du GIEC aient raison ou pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Je voudrais faire un parallèle, même d'ailleurs ce qui a été dit tout à l'heure, je pense par Jacques ou Gilles, des certitudes scientifiques, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les certitudes scientifiques, on appelle l'économisme. L'économisme, c'est la tendance à vouloir tout expliquer par l'économie. Donc, pour moi, dans un cas comme dans l'autre, les arguments scientifiques ou les arguments économiques dans d'autres domaines, c'est une façon d'éliminer le politique. Et là, ça a été suffisamment développé par Gilles et par Joël, donc je ne vais pas en remettre une couche. Par contre, effectivement, il faut quand même s'intéresser aux effets concrets. Et ça, bon, c'est assez simple. Voilà, je voulais juste réinsister sur le fait que moi, le débat scientifique, j'ai pas envie d'y participer, tu vois, c'est pour répondre aux arguments de Jean-Claude. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que j'allais dire, le GIEC dit quelque chose, moi je ne suis pas d'accord, mais la question n'est pas là. Voilà. La question n'est pas là, c'est-à-dire, il faut voir où est le problème. Par exemple, la déforestation au Brésil, aux Nouvelles-Hébrides, pour, par exemple, planter de l'huile de palme, qui est d'ailleurs un produit très malsain. Donc, à ma avis, il y a un gros problème, et ça, c'est un problème politique, parce qu'il faut justement prendre à en disant, on interdit l'importation. Interdire l'importation, ça veut dire déjà être sorti de l'Europe, parce qu'autrement on n'a pas le droit. Et ça veut dire aussi, bon, ben, tel pays exporte telle chose, on lui refuse tout, et il faudra qu'il plie pour changer. Quitte à imposer aux multinationales qui sont chez lui de faire autre chose, ou rien d'ailleurs. Enfin, je veux dire d'arrêter de faire n'importe quoi. Donc, effectivement, on est toujours dans la politique. Oui, moi, je voulais juste mentionner cette solution que vous-même, vous ne reprenez pas, c'est celle d'Attali. Attali, c'est le gouvernement mondial. Pour résoudre tous ces problèmes planétaires, où le citoyen est devenu le pollueur, et où on a mondialisé ce problème du climat pour rendre le citoyen responsable. D'abord, il y a déjà une bonne solution qui va être apportée par le compteur Linky, je ne sais pas si vous avez suivi, le RDF, qui va couper directement chez nous tous les appareils, etc., qui va prendre la main donc, sur notre consommation. Intéressez-vous au problème Linky qui va être extrêmement grave. Mais c'est surtout, voilà, ça nous prépare tout simplement. Moi, je l'ai entendu récemment de la part d'amis, mais il nous faudrait un gouvernement mondial. La solution est là.
Et Attali est en train de... on prépare sa plateforme, et il dit même que peut-être, s'il n'y a personne, il se présentera. Le gouvernement mondial, d'ailleurs, dont il mettrait la capitale à Jérusalem. Ben oui, mais voilà. Moi, je l'ai la solution. On a pris pour ça l'habitude de ne pas retenir les solutions d'Attali. Mais c'est Je suis en désaccord. L'économie, ça n'a rien à voir avec la climatologie. On peut dire des choses objectives en climatologie, et c'est quand même beaucoup plus difficile en économie. Donc, je pense que c'est important de se mettre d'accord sur les facteurs d'achèvement. Pourquoi? Parce que sinon, si on traite que les conséquences, on retombe sur des problèmes qui effectivement sont sur certains territoires, alors que le réchauffement, la grosse problématique, c'est justement que c'est un phénomène planétaire et que si on n'accepte pas ça, même si nous on dit ensuite que les mesures sont à prendre au niveau national, bon bah c'est quand même un fait que c'est planétaire et c'est très important à mon sens par rapport au problème de la justice climatique. Je reviens là-dessus parce que ceux qui ont émis, oui mais bon si on ne dit pas qu'on est d'accord sur le réchauffement, on ne peut pas parler de ça non plus. Donc, non, ça n'a rien à voir. Voilà. Et il y a autre chose aussi, c'est que quand on parle des émissions, comme par exemple la Chine, le fameux graphique, on parle à l'échelle de pays et non pas rapporté par habitant. Donc ça aussi, ça fausse aussi complètement les choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'Union européenne. Voilà, alors l'Union européenne compte comme un dans les négociations sur le climat. tout un symbole. Voilà. Donc, mais voilà, c'est fait comme ça. Après, effectivement, bon, bah, on l'a dit, hein, aujourd'hui, nous, on essaye de proposer des solutions pratiques et la pratique, aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur ce qui existe et sur les États existants. Hein, donc, dans un autre monde, on pourrait soutenir un gouvernement mondial, mais dans le monde actuel, manifestement, ça n'existe pas, donc il faut s'appuyer sur l'existant et essayer de proposer des solutions qui ont fait leur preuve. Et c'est la réalité, c'est-à-dire dans les années 70, on émettait très peu de gaz à effet de serre, et personne ne pourra dire que dans les années 70, on vivait très mal. Voilà, donc les solutions sont à la portée de l'imaginaire, on va dire. Il n'y a même pas besoin d'imagination de n'importe qui aujourd'hui. C'est pas du tout l'utopie qu'on propose. Et il ne faut pas penser que, autant les 2 degrés, ça paraît complètement inatteignable. Là, il faut vraiment se préparer à un monde qui sera plus chaud de moins 3 degrés. Mais il faut s'y préparer. C'est-à-dire ça va coûter très cher, ça c'est sûr. Mais ça n'empêche pas que les solutions ne coûtent pas très cher pour arrêter ça, pour au moins l'après 2100. D'abord sur le personnage lui-même, Attali. Attali, c'est parti avec Fabius et quelques autres d'une catégorie sociale issue des classes très aisées de la population qui ont fait l'ENA, qui sont des super diplômés, qui sont des têtes d'œuf et qui en 1965, lors de l'élection présidentielle, quand Mitterrand fait 45% des voix, comprennent que l'avenir, contrairement à la génération des jeunes issus de la bourgeoisie, qui voulaient faire carrière dans la société, dans l'industrie, dans la finance, dans la politique, dans la diplomatie, s'engageaient dans le mouvement gaulliste. C'était le gaullisme, le vecteur des carrières politiques et professionnelles. Ou le Parti communiste, dans un autre registre, mais de manière différente. On pouvait faire des carrières au Parti communiste dans les municipalités communistes, dans les comités d'entreprise. Bon, c'est à une échelle différente. Mais cette classe bourgeoise, les enfants de la bourgeoisie, comprennent, un certain nombre d'entre eux, donc les Fabius, les Attali, Hollande, qui est un peu plus jeune que Attali et Fabius,
Fabius, Hollande et Ségolène Royal, qui se rencontrent à l'ENA et qui vont travailler ensemble au cabinet de François Mitterrand. Ces gens-là ont une révélation en 1965, quand, après le coup d'État gaulliste de 58-65, c'est pas très loin, le coup d'État de Gaulle et le vote de la Ve République, c'est un traumatisme, c'est déjà la scission de la gauche, hein, parce que les socialistes votent pour la Ve République. Il n'y a que les communistes qui appellent à voter contre la constitution de la Ve République. Donc déjà, il y a une cassure à cette époque-là. Donc la gauche divisée, guerre d'Algérie, enfin, une situation qui est compliquée. 1965 change la donne. En 1965, Mitterrand obtient 45% des voix. Le Parti communiste ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle. Et comment la situation est interprétée à gauche, dans le spectre le plus large de la gauche, gauche socialiste, communiste, extrême gauche, etc., c'est que il sera le prochain coup, la prochaine élection présidentielle, normalement 72, puisque c'est le septennat, mais entre-temps il y aura eu le décès de Georges Pompidou, qui va nécessiter une élection présidentielle anticipée. Il y a donc l'espoir que le prochain coup, la gauche va gagner, que Mitterrand va gagner. Et que le bon cheval, c'est Mitterrand. Et donc, tous ces jeunes intellectuels de la bourgeoisie, éclairés, disons, vont s'agglutiner autour de Mitterrand. Et ils vont constituer son cabinet. Ils vont lui faire des notes. Le système est toujours le même. Hein. Vous avez des gens qui se rapprochent d'un chef de file, on appelle ça des écuries, d'une écurie, et qui se mettent à faire des notes sur tel sujet, etc. Et le chef de file demande, au fur et à mesure qu'il a une cour autour de lui, demande des notes. Hein, est-ce que, alors il a un directeur de cabinet, évidemment, le chef de file ne demande pas directement à d'autres gens, il passe par son directeur de cabinet ou ses quelques conseillers, et il leur dit, tu peux me trouver un gars qui va me faire une note sur tel sujet, etc. Et les types rédigent. Ils travaillent comme ça, ils s'entourent de ce public, parce que les gens qui veulent se rapprocher de ces chefs de file comprennent qu'il faut en passer par là pour ensuite accéder à un cabinet ministériel, qui est la condition pour ensuite soit accéder à un poste de ministre ou à un poste de haute responsabilité dans l'industrie, la banque, la finance. Tous les gens qui passent dans les cabinets ministériels sont ensuite exfiltrés et placés à des postes de responsabilité dans l'industrie, la finance, dans l'administration, avec une accélération foudroyante des carrières. Et donc, ils comprennent qu'il faut jouer la carte Mitterrand. Attali, c'est le cas. Attali devient le principal conseiller de Mitterrand, dès cette époque-là, avec Fabius, mais Attali est devant Fabius. Attali est polytechnicien, il est énarque, il est, je crois, normalien, ou il a fait Sciences Po. Enfin, bon, le guide complet. C'est un type d'une culture extraordinaire. Alors là, il lance un nouveau truc, mais ça prendra peut-être pas, on ne sait rien, mais tout ça fait partie de cette opération permanente d'organisation de déviation. Il est payé pour ça, payé. C'est des gens qui sont très riches, parce qu'on les paye par des subventions publiques, par des entreprises privées, par des fondations qui financent des travaux, des recherches, des études bidons, mais des conférences payées à prix d'or, etc. Et donc, le gouvernement mondial, un mot là-dessus. Le gouvernement mondial, cette idée n'est pas nouvelle, ça c'est un serpent de mer, mais il y a l'ONU, il y a l'Organisation des Nations Unies. Et d'ailleurs, quand nous, on parle de démondialisation, quand on parle de lutte
contre les instances multilatérales, on ne met jamais l'ONU dans les instances multilatérales constitutives de l'ordre néolibéral mondial. Parce que l'ONU est d'une nature différente. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est la seule instance multilatérale dans laquelle il y a une représentation des nations où chaque nation compte pour un. Ça n'est pas du tout le cas à l'OMC, au FMI, à la Banque mondiale, etc. C'est la seule qui est comme ça. Un État, une voix. Et l'Organisation des Nations Unies est la seule instance où les nations peuvent s'exprimer, où il y a la reconnaissance du fait national, de la souveraineté. D'ailleurs, le droit international, dont une partie, entre guillemets, émane de l'Organisation des Nations Unies, c'est un droit précisément international, c'est-à-dire qui régit, qui est censé régir les relations entre les nations. Alors pourquoi un gouvernement mondial et quelle articulation avec l'ONU? Parce que si Attali était vraiment cohérent intellectuellement, il est cohérent intellectuellement, bien sûr, mais s'il était honnête, disons, il expliquerait quelque chose par rapport à l'ONU. Parce qu'on pourrait dire que l'ONU, c'est une sorte, ça ne peut pas être un gouvernement mondial, puisque précisément, c'est la représentation des nations. Ça représenterait plutôt un parlement qu'un gouvernement. C'est le Conseil de sécurité qui serait le gouvernement. Le Conseil de sécurité qui prend trop de poids par rapport à l'Assemblée générale. Donc, en fait, là, le véritable sujet, c'est certainement le renforcement de l'Organisation des Nations Unies, qui a été détruite en partie par les Américains. Parce que le fait que les États-Unis prennent des mesures unilatérales, mais de contrainte vis-à-vis des États, par exemple la guerre en Irak sans mandat de l'ONU, et donc c'est un affaiblissement considérable, là, du poids de des normes internationales. Et là, il faut écouter Charvin cet après-midi, je pense que ce sera intéressant, et on aura aussi des points de friction avec lui sur différentes questions. Mais, je veux dire, la question du changement climatique elle est liée aussi à cela. C'est-à-dire, il faut aider les gens à comprendre que l'unilatéralisme américain, les notions d'ingérence humanitaire, parce qu'on n'est pas loin de l'ingérence climatique, d'une certaine manière. Parce que l'ingérence humanitaire, concept inventé par les États-Unis pour démolir en fait les pays qui ne leur plaisent pas, les dirigeants, et nous non plus, Bachar el-Assad, c'est un dictateur sanguinaire, nous ça ne fait aucun doute, mais c'est le représentant de l'État souverain. Et on ne peut pas passer par-dessus comme le font les Français, comme le font les autres. Il faut l'accord de ces pays et il faut un mandat de l'ONU pour faire les choses. Donc, il y a une articulation, je pense, qui doit être faite entre ces différents éléments, parce qu'on va retrouver des tas de gens, encore une fois, bien intentionnés, qui vont dire oui à l'ingérence climatique. C'est ça. Et l'ingérence climatique, ce sera, comme l'ingérence humanitaire, ce sera une atteinte à la souveraineté des nations. Mais ce sera une bonne action quand même. Et des plus faibles. Et toujours les plus faibles, évidemment. Parce que les atteintes à la souveraineté des États-Unis, ceux-là, ils ne sont pas prêts à s'y attaquer. On ne verra pas. C'est qu'on va diffuser un texte sur nos positions là-dessus. Donc on n'appelle pas, nous, à se mobiliser avec les associations et organisations qui vont se mobiliser à la conférence du climat, parce qu'on pense que ça n'a aucun sens de négocier cette question-là dans une négociation internationale, d'une part, et qu'on pense en plus, l'expérience nous montre que ça ne donnera absolument rien. Donc on a au moins deux bons arguments pour dire qu'on ne va pas participer à cette conférence. Voilà.